Les grands enjeux sur SOS Docteur TV, bienvenue. L'inscription, l'adhésion aux organisations corporatistes, une exigence pour les paramédicaux. Nous en parlons sur ce plateau suite à un communiqué qui défraie la chronique en ce moment. Nos invités, Frédéric Sanogou, vous êtes comptable chargé des libertés syndicales sur le projet LAR, liberté d'association et de réunion, un projet de l'Union européenne. Vous êtes coordonnateur adjoint de la synergie des travailleurs du Togo. Section Savane, bienvenue. Merci. Vous nous faites l'honneur d'accepter notre invitation. C'est tout à votre honneur. Ah, bien sûr. Bien sûr. Également au plateau avec nous, Kofi Amenoudi, vous êtes secrétaire général adjoint du Bureau national de l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo, membre du secrétariat permanent du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, le célèbre Synfot. Bienvenue. Mais je rappelle que vous êtes avant tout infirmier. Yes. Voilà, vous intervenez à Thélier, où vous êtes surveillant adjoint, c'est ça? Du service. Donc, voilà, merci. Bienvenue beaucoup. Également. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Alors, ce qui nous rassemble ici, sur ce plateau, c'est ce communiqué en date du 11 septembre. Oui. C'est vrai que c'est pas très récent, mais ça reste quand même d'actualité. C'est à l'attention de tous les praticiens hospitaliers publics et privés du Togo. Et ce que vous demandez, c'est que les gens puissent se conformer à une exigence, on va dire corporatiste, d'accord? C'est d'adhérer aux associations que vous défendez, qui sont dans des regroupements bien évidemment, avec le Synfot, chapeauté par le Synfot. Alors pourquoi se communiquer, M. Sanogou, c'est vers vous que je me tourne, hein. Pourquoi se communiquer et pourquoi maintenant? Bien, il faut peut-être préciser que c'est un communiqué du collectif des syndicats de la santé. Oui. Voilà, c'est un collectif. Vous savez, la profession médicale, je ne le dis pas pour dire que les autres professions ne sont pas importantes, oui, mais la profession médicale a une particularité. Oui. On travaille sur des humains et par conséquent, il faut vraiment qu'il y ait des garde-fous, parce qu'à la moindre erreur, c'est une vie humaine. On le vit tous les jours, tous les jours dans les hôpitaux, ces drames-là qu'on rapporte et qu'on vous impute d'ailleurs. Voilà. Et donc, il faut vraiment que le secteur soit bien organisé. Le ministère a sorti une note parlant spécifiquement des ordres, demandant que chaque praticien puisse adhérer à son ordre. Mais au niveau des paramédicaux, il y a des associations corporatistes qui existent et il faut que chacun puisse adhérer à sa corporation en face partie. Pour pouvoir donner une certaine crédibilité à l'exercice de sa profession sur le terrain. Sinon, bon, il n'est pas rare de trouver des gens qui se font passer pour infirmiers, assistants médicaux, qui font des pratiques sur le terrain. Et quand ça se gâte, pour le commun du mortel, c'est un infirmier. C'est tous les praticiens. C'est un assistant, c'est un docteur. De toute façon, pour nous, donc le commun des mortels, l'homme dans la blouse, dans un milieu hospitalier ou bien dans un cabanon quelque part qui délivre des soins, c'est le docteur. C'est le docteur. Voilà. Et donc, comme vous le dites, nous ne savons pas. Tout ce qui nous arrive, c'est vous, à l'hôpital. On ne voit pas ce qui est bon, on ne voit que ce qui n'est pas bon. Monsieur Amenoudi, aujourd'hui, quand on lance un appel comme ça, les gens peuvent se demander qu'est-ce qui se passe concrètement, qu'il faille. Est-ce que c'est seulement le communiqué du ministère qui fait, ou bien il y a déjà quand même un processus qui était en cours, il y a des choses qui étaient en réflexion et on profite de ce communiqué-là pour dire, eh bien, pourquoi ne pas y aller en même temps? Merci beaucoup. Je pense, comme le camarade Frédéric vient de le dire,
si je prends au niveau des médecins, des chirurgiens dentistes et autres, il y a déjà l'ordre. L'ordre qui oblige tous les médecins, tous les chirurgiens, tout ça, à adhérer, mais à être membre d'office de l'ordre avant de pouvoir exercer sur le territoire. Malheureusement, le constat sur le terrain est que même là où il y a les ordres, il y en a toujours qui sortent de l'école ou bien de la fac, qui n'adhèrent pas à leur ordre, mais qui exercent. Et tout ça, je ne dirais pas en toute impunité, mais tout ça, l'autorité, même dans les centres publics, on en voit, et que personne ne dit rien, alors que ce n'est pas réglementaire. Oui. Donc, si j'en vais vers les associations corporatistes, où pour l'instant, il n'y a pas encore une base juridique qui oblige ceux qui sortent de ces écoles paramédicaux à s'y adhérer avant d'exercer. Et le constat est encore plus criard parce que les gens sortent et puis ils exercent comme ils veulent. Alors que le Code de la santé publique du Togo nous oblige tous à être membres, d'accord, à être membres de nos corporations avant d'avoir la légalité de pouvoir exercer. Oui. Et au cours de l'émission, on aura touché ces quelques articles qui l'attestent. Merci. Alors, première pause, nous allons regarder un peu, pardon, la situation telle qu'elle se présente, et puis évidemment, si des avis il y en a, et puis nous allons en revenir. Dans un communiqué publié le 11 septembre 2025 par le collectif des syndicats de la santé et les organisations de la santé du Togo, à l'endroit de tous les praticiens hospitaliers publics et privés du Togo, il est ressorti que conformément aux dispositions du Code de la santé, en vigueur en République togolaise, l'ensemble de ces praticiens, toutes catégories confondues, sont dans l'obligation de s'inscrire au tableau des ordres professionnels et le cas échéant aux associations corporatistes reconnues. En attendant la création des autres ordres, le collectif des syndicats invite également tous les professionnels paramédicaux présents sur le territoire togolais à adhérer aux associations corporatistes existantes et à être à jour de leurs cotisations. Toutes les associations corporatistes de la santé sont dans l'obligation de rendre publique la liste de leurs membres le 1er décembre 2025 pour garantir l'exercice légal et sécuriser des professions de santé et assurer le respect des règles éthiques et professionnelles propres à chaque corps de la santé. Retour donc au plateau. Alors, M. Sangougou, j'ai entendu M. Amenoudi finir sur des éléments sur lesquels nous allons revenir. Ce sont justement des exigences véritablement qui touchent à la légalité, d'accord, et à la déontologie, pardon, j'y arrive, donc de la pratique même des paramédicaux qui ont une part non négligeable de toute façon. Absolument. Dans les paquets de soins qu'on offre. Absolument. Voilà, donc aux patients. Alors aujourd'hui, c'est quoi? On dit une exigence légale, voilà, et puis de la déontologie. Qu'est-ce qu'on met dans tout ça? Bien, je crois que la profession médicale, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, est encadrée. C'est ça. Est encadrée. C'est au niveau des paramédicaux que cela n'est pas encore effectif. Mais je profite pour annoncer à ceux qui nous écoutent qu'un travail est en train d'être fait au niveau du ministère de la Santé en collaboration avec les ordres qui existent et les syndicats pour essayer de mettre en place l'ordre des paramédicaux. Également, pour à ce niveau. Bien assainir ce secteur. C'est le gros lot d'ailleurs. Voilà, on va quitter donc les paliers d'association pour évoluer vers quelque chose de juridiquement solide. Solide, mais en attendant, il va falloir que chacun puisse adhérer à l'association de sa corporation pour être reconnu. D'aucuns diront que la loi de 1901 ne parle pas d'obligation de faire ci, de faire ça, mais il y a une différence, il y a une nuance. Vous les journalistes, aujourd'hui, pour avoir une carte de presse, il faut être membre, je crois, d'une organisation de journalistes. Pas forcément, mais parce qu'il y a la HAC qui est là. Voilà, si vous n'êtes pas reconnu par la HAC, vous n'aurez pas votre carte. Parce qu'il y a des exigences là-bas. Vous devez montrer que vous faites partie justement
du monde des médias et que vous avez pratiqué un certain nombre d'années, on vous demande jusqu'à certaines productions que vous avez faites d'ailleurs, pour qu'on puisse voir la personne à qui on a affaire. Et la carte de presse, effectivement, ouvre quand même la voie. Justement, comme vous le dites, vous êtes dans la légalité, vous êtes crédible. Il y a certaines... Parfois, les gens s'étonnent quand on dit seuls ceux qui ont la carte de presse ont accès à des conférences. C'est tout à fait normal et ce que vous dites, je vous comprends. Voilà. C'était juste pour clarifier. Plus encore au niveau de la santé, où c'est la vie humaine qui est en jeu. On touche le corps humain. C'est la vie humaine qui est en jeu. Donc, on ne peut pas permettre aux gens de travailler dans le vide comme ça, sans attester réellement qu'il est reconnu en tant que tel. C'est vrai, il a un diplôme, mais ses pairs le reconnaissent en tant que praticien. Voilà, il faut cette reconnaissance. Et cette reconnaissance, c'est appartenir à sa corporation, à l'organisation qui gère sa corporation. Donc le diplôme ne suffit pas qu'on dise, bon, j'ai fait une école paramédicale de telle zone, et puis, bon, au Togo, ça se passe très vite. On a ouvert, comme je l'ai dit, un cabanon quelque part, on commence par donner des soins. Parce que justement, l'accessibilité géographique qui fait problème dans certains milieux, c'est vrai. Il y a des déserts quand même. Voilà, le monsieur, il comble le vide. Mais il est plus préoccupé par les soins qu'il donne que les réunions que vous faites. Bon, est-ce que les réunions, c'est régulièrement qu'on organise les réunions? Je crois que si je vais prendre l'exemple d'Anit. Ce qu'on entend dire souvent, c'est que, bon, moi, j'ai pas le temps, eux, ils ont le temps. Non, mais les réunions ne se font pas chaque jour. Anit n'organise pas. Ah, bon, je préfère laisser le camarade Augustin s'exprimer. Anit ne fait pas les réunions chaque mois, à ce que je sache. Mais ça reste quand même que c'est ça l'homme, hein? Oui, c'est ça l'homme, comme vous le dites. Je suis plus ou moins d'accord avec vous. Mais surtout que le gros mot. Le gros mot. Mais comme je le dis, on dit toujours dans un État comme le nôtre, on méconnaît les tests. Oui. Et c'est quand on se retrouve dans des problèmes qu'on nous sort les tests, on se demande si vraiment... C'est dans ce petit pays que ces tests existent. Donc, si vous permettez, je peux faire une petite lecture du Code de la santé publique. Il faut nous éclairer. Pour vous éclairer, à l'article 158, par exemple, il dit « Les professions médicales sont celles de médecins, de chirurgiens dentistes, détenteurs d'un diplôme de doctorat en médecine ou en chirurgien dentaire reconnu par l'État. » Et chez les paramédicaux, c'est plus la même chose. Si je fais une parenthèse pour les infirmiers, par exemple, et de nos jours, on voit beaucoup d'écoles privées qui mettent, ils forment en sciences infirmières, en ci. Mais je voulais attirer l'attention du public que là où on est, les écoles reconnues par l'État togolais pour la formation des paramédicaux, spécialement des infirmiers, ce sont les ENAM de Lomé, Thiévier, Atakpamé, Kpalimé, Kara, Dapan. Et puis, il y a l'ENAS qui forme les IAE, les infirmiers auxiliaires, les accoucheuses auxiliaires. Donc, une fois ces écoles, il y a récemment l'école d'Afognan, Seigneur de Dieu d'Afognan, qui est reconnue. Oui. Et il y a une seule école privée qui est reconnue pour l'instant, c'est l'IADSS, qui est à Djidjale, je crois. Toutes les autres écoles, en tout cas, pour l'instant, pour l'instant, ne sont pas reconnues. Non, tous ceux qui s'hasardent aller verser des millions pour ceux qui se font dans ces écoles, parce qu'on en reçoit, qui reviennent de ces écoles, maintenant, ils ont besoin d'attestation de corporation qui viennent vers l'année, mais malheureusement, on ne peut pas les délever parce qu'on ne reconnaît pas ces écoles. Ou bien l'État ne les reconnaît pas. Voilà, donc ce sont des écoles qui n'ont pas d'agrément. Bon, nous n'allons pas aller sur ce terrain parce qu'on pourrait se poser la question de savoir comment elles se sont implantées et puis elles exercent. Je pense que relevant de deux ministères, on peut comprendre que peut-être le papier du premier ministère donne souvent voix à cette... Je n'ai pas une arôme. Enfin, ce n'est pas une situation anormale, mais quand même, c'est un petit couac. Ok, accolé. Voilà. Donc, je continue avec l'article 163. Allons-y. L'article 163 qui dit « Nul ne peut exercer la profession de médecin de chirurgien dentiste au Togo s'il n'est, premier point titulaire du diplôme, comme je viens de le dire, il est de nationalité togolaise ressortissant d'un pays avec l'homologation faite de son diplôme. Troisième point, l'alinéa 3 dit « Inscrit au tableau de l'ordre national des médecins
ou au tableau de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Il y a la même chose qui revient à l'article 171 pour les paramédicaux. Oui. Et tu es titulaire d'un diplôme d'État, de nationalité de ressortissant et inscrit au tableau de sa corporation. Alors, Ce qui veut dire que si je prends les articles 163 et 171, Oui. celui qui n'est pas inscrit ne remplit pas les conditions. Alors donc le tableau, même si on n'a pas complété là de l'ordre, le tableau, ça reste quand même ce palier-là, juridique dont Yes. nous parlons. Donc normalement, les corporations paramédicales devraient avoir chacune son ordre. Normalement. normalement. Mais en attendant qu'on ait des ordres, Oui. ce qui existe aujourd'hui, Oui. ce sont les associations corporatistes. Bon, peut-être Et que donc, les gens... en s'inscrivant Peut-être que les gens attendent au sein de peut-être que l'association les gens corporatiste, attendent Oui. que ce soit des ordres avant d'adhérer. Oui, il y a ce débat. Il y a ce débat sur nos plateformes. Pour certains qui Je ne suis pas sur vos plateformes, mais je devine quoi. Non, je sais, il y a ce débat. Certains pensent que Oui. c'est parce qu'on n'aime pas encore l'ordre. On Voilà, doit pas. ils se disent que c'est pas vraiment lourd et que parenthèse, Mais les obliger. en attendant, le test, la loi dit qu'il faut être inscrit au tableau de sa corporation. voilà. Ce qui existe aujourd'hui, c'est les ordres au niveau des médecins. Mais au niveau des paramédicaux, ce qui existe Ce aujourd'hui, sont les ce sont les associations. associations. Et donc, il faut être inscrit au tableau de ces associations. Puisque le test ne dit pas être inscrit au tableau des ordres ou inscrit au tableau des associations. Ce qui existe, Oui. qui permet de reconnaître ton appartenance à telle ou telle corporation, ce sont les associations Et au niveau des du moment que paramédicaux. ces associations également, Ils ont leurs agréments voilà. reconnus par l'État. Et donc, Ils sont réglementés par le ministère ah, de l'administration territoriale. Je voulais parler plus dans les définitions. oui, oui, il fallait y aller parce Mais- qu'il faut mais qu'on les comprenne. associations corporatrices, Alors nous, c'est vrai que nous, le commun des mortels, comme Vous n'êtes pas un commun des mortels. comme non, non, je suis un commun de mortels. Le disait, c'est vrai que tout ça, c'est pas du charabia pour nous, mais là, on veut comprendre, en fait, c'est où on veut nous amener. Parce que le document est tombé dans le public. On va se demander qu'est-ce qui se passe encore, ces gens-là. C'est pour ça que je pose ces questions pour éclairer la lanterne de ceux qui nous regardent. Maintenant, les avantages, vous les avez cités. Est-ce qu'il y a d'autres avantages pour quelqu'un qui est à l'école actuellement, qui va sortir, pour qu'il commence par se dire déjà dans sa tête, ah, quand je vais sortir cette année, voilà ce qui m'attend. Oui, allez-y. je peux. Allez-y. Ok, oui, les avantages sont nombreux. On vient de citer quelques-uns. Comme oui. je l'ai dit, les associations corporatistes, ils ont pour objectif également de défendre les intérêts de la profession. Oui. Donc, une fois dedans, inscrit au tableau, vous avez, comme ce sont des associations, il y a des soutiens qui se font selon les tests de chaque association. Il y a des événements auxquels l'association est à côté de vous pour vous soutenir. Il y a également, s'il y a des nouveautés, s'il y a des recyclages, s'il y a des formations de remise à niveau que l'association organise pour ses membres également. Et quand le membre est dans une situation où c'est l'association, par exemple, je prends ceux qui vont aller peut-être à un concours de la fonction publique, ou être recrutés, on demande l'attestation de corporation. Donc, si vous n'êtes pas membre, vous voyez déjà qu'on ne peut pas vous délivrer. Maintenant, le problème qui se pose sur le terrain, c'est que les gens ne sont pas membres, et c'est quand ils sont dans le besoin de l'association, ils viennent. Maintenant, on ne peut pas rester aussi comme ça, l'association a mis des garde-fous. Ouais. Et maintenant, quand vous venez, on vous dit, ok, vous n'êtes pas membre, alors le président ou la présidente ne peut pas signer un papier, dit qu'ils vous connaissent. Mais pour aller vers, bon, on se comprend entre nous, il faut que vous fassiez respecter certaines conditions. Les gens pensent que on exagère et puis on est méchant. Vous voyez un peu ce qui complique un peu. Mais en même temps, c'est une première barrière pour s'assurer que ceux qui sont déversés, d'accord, dans l'environnement justement de la profession médicale, soient quand même des gens à la base, voilà, reconnus par le diplôme. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est une première barrière à votre niveau. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que les gens comprennent que c'est quelque chose qui est à leur avantage et justement à leur compte? Qu'est-ce que vous faites pour motiver les gens, les amener? On a vu un communiqué tomber. Je suis sûr que ce n'est pas seulement par ces communiqués-là. Qu'est-ce que vous faites le plus souvent?
Bon, il y a eu tellement de sensibilisation au niveau des associations corporatistes qu'au niveau même des syndicats. Voilà. En novembre 2024, le SYNFOT a fait une tournée nationale. On a sillonné tous les centres de santé du Togo pour expliquer les choses aux gens, l'importance d'appartenir à l'association, aux associations corporatistes, et ensuite l'importance d'appartenir à un syndicat. Parce que ce que l'association peut faire, il y a un certain nombre de choses que le syndicat fera en complément. C'est-à-dire les attributions du syndicat sur certains sujets sont garanties. Par contre, au niveau des associations, il y a des choses que les associations ne peuvent pas réclamer. Donc, on demande non seulement, lors de la sensibilisation et lors de la tournée, on a demandé aux gens non d'adhérer au syndicat pour permettre une certaine dynamique de notre secteur d'activité. Alors, tant qu'on n'est pas bien, on n'est pas syndiqué, on fait comment pour réclamer l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Voilà. Alors, j'allais revenir. Est-ce que justement ce fait-là peut être un élément qui affaiblit vos capacités de négociation, ce manque d'adhésion des autres collègues? Absolument. Parce que si je prends au niveau des associations, vous savez, qu'on ne veut pas... Quand on est unis, on est plus fort. On est plus de 8 000, 29 000 sur le terrain. Ça ressemble à un slogan. Infirmiers sur le terrain. Je prends les infirmiers d'État. Mais le nombre d'adhérents, quand vous avez des activités, le nombre qui y participent, ce n'est pas significatif. Ça ne donne pas du poids devant l'autorité. C'est-à-dire, on veut faire une revendication, on dit on sort, et au milieu, donc... afin de la place où on a choisi, on vient, c'est une poignée de personnes. C'est une poignée de gars. Ça, on n'a même pas besoin de... On n'a même pas besoin de vous gazer. Ça, c'est un cordon de sécurité. Là, on dit que c'est juste quelques agitateurs. Pour emprunter l'expression de quelqu'un, que c'est juste quelques agitateurs, sinon il n'y a aucun problème. Tout va bien. Et le compte est vite réglé. Le compte est vite réglé. Et maintenant, quand je vais au niveau du syndicat, parce que l'association se limite à défendre les intérêts de la profession. Et les syndicats, comme le camarade Frédéric l'a dit, pour défendre les intérêts du personnel ou bien des adhérents, et également les conditions de vie de travail vous voyez déjà. Donc, alors qu'il y a les tests actuels qui réglementent également les syndicats dans notre pays, il faut chaque année, il faut donner le nombre de syndiqués que vous avez, ceux qui sont à jour, et c'est ça qui donne du poids aux syndicats. Maintenant, si on voit que sur peut-être 10 000 travailleurs, vous n'avez que 100 ou 200 adhérents, vous n'avez pas du poids, vous ne pouvez pas faire des réclamations pour que ça aboutisse. Et donc, on aurait dit que la corporation, justement, à ce niveau, est quasi inexistante en même temps. Bien sûr. Parce que si 10 000 personnes sont sur le terrain, que c'est 100 000 qu'on voit, c'est vrai que ce n'est pas du tout représentatif. Alors, est-ce que les profils, ceux qui sont réticents, est-ce que vous avez essayé de faire de petites enquêtes, de faire le point, voir le tri? Est-ce qu'il y a des anciens qui durent sur le terrain depuis, qui n'y arrivent pas, ou est-ce que ce sont les jeunes qui sortent? Bon, au niveau du syndicat, c'est de tous les côtés. Que ce soit les nouveaux qui sortent ou les anciens qui étaient là. Il y a des réticences de tous les côtés. Bon, est-ce que je peux donner une raison? Voilà, parce que j'allais vous poser. Parce qu'il est difficile. C'est-à-dire, je ne comprends pas quoi. Parce que qu'on dise aux gens, venez, qu'on se mette ensemble pour améliorer nos conditions de vie et de travail. Mais les primes de garde, il y a 10 ans en arrière, étaient à 1 000 francs. Aujourd'hui, on est à 6 000 francs de primes de garde. Pas pour 24 heures, mais pour 12 heures. Les primes de risque et contagion,
les médecins avaient 3 000 francs de prime de risque et contagion. Ouais. Les infirmiers, tout le personnel de santé était à 3 000 francs de prime de risque et contagion, ce qui ne peut même pas charger une petite bouteille de gaz. Ouais. Mais aujourd'hui, le personnel administratif est à 19 000, à 26 000, 32 000, et ainsi de suite. Donc, on demande aux gens, nous avons pu obtenir quelque chose. Oui. Ce n'est pas au préalable, ce n'est pas ce qu'on avait demandé. Oui. Les 19 000, 26 000 machins, ce n'est pas ce qu'on avait demandé. C'était Parce plus- que quand on compare un peu autour de nous, Ouais. les gens sont à 75 000 francs de prime de risque et contagion. Non, c'est vrai qu'autour de nous également, la situation n'est pas forcément la même. Moi, on vous dira que On n'est pas mal lotis que les autres pays. Hein. On n'est pas mal lotis que les autres pays. Voilà, très bien. On n'est pas mal lotis que les autres pays. Là- et là- s'ils ont, là- là, au moins- s'ils ont 75 000 de primes de risque et contagion, pourquoi on ne peut pas offrir aux Togolais aussi, aux agents de santé du Togo, les 75 000 Non, mais francs de cela- primes de risque et contagion? ça dépend, il faut déjà voir c'est quel budget qui est alloué à la santé. On vous dira donc les éléments qui font qu'on ne peut pas arriver à ce niveau. Mais il faut saluer quand même le bon qui a été fait parce que, Non, nous, on a toujours apprécié oui, ce qui est fait. voilà, très Quand bien. c'est bon, c'est bon. Mais vous en demandez encore plus. C'est pas encore suffisant. Parce quand peut on mieux regarde, faire. quand on regarde, on se rend compte qu'on peut mieux faire. Bon, d'accord, Voilà. continuez la négociation. Je sais très bien que le mieux est à venir. Absolument. Maintenant, c'est vrai que nous en étions à demander si, effectivement, il y a des exigences comme telles et qu'on a besoin de forces vives pour pouvoir pousser, et les gens sont réticents. Il faut que nous comprenions qu'est-ce qui fait que je suis dans une corporation, on me demande de constituer une force vive pour jouir des avantages, d'accord, tels que ce qui a été donc évoqué à l'instant. Qu'est-ce qui explique cette réticence-là de la part des collègues? Les raisons, c'est difficile à donner. Chacun a ses raisons, selon ce que moi je peux dire. Certains, comme vous l'avez dit, les anciens comme les nouveaux. Oui. Pour les nouveaux, au niveau de la NIF particulièrement, on fait l'effort depuis les écoles de formation pour les en parler. Donc on a une session d'ANIT Junior pour Ok. les étudiants de l'école, l'année senior pour ceux qui sont sur le terrain. Oui. Et avec la collaboration des moniteurs des écoles, donc on arrive à mettre en place. Ça ne prend pas encore comme on le veut, mais on pense que ça, surtout ceux qui sont en troisième année qui sortent, on arrive à les convaincre, à les sensibiliser pour y adhérer avant de sortir. Et on a dilué un peu les conditions pour eux, pour que ça soit plus facile. Maintenant, sur le terrain, chacun a ses raisons, comme je l'ai dit. C'est le manque de motivation. Je ne sais pas, est-ce que des fois je me dis, est-ce qu'il faut motiver quelqu'un avant d'être dans la légalité? Même si... On attend de voir que les primes soient passées à 75 000 peut-être avant de... Oui, maintenant, avant que les primes n'arrivent là, Il y a des actions à il y a poser. des actions. Il faut, Non, mais- comme je viens de le dire, Non, le mais- nombre doit être conséquent. Non, mais vous voyez, souvent on aime son équipe, mais on n'aime pas aller au stade pour le supporter. Je le dis comme ça. Il y a des fois aussi ces situations Au qui... niveau des mais cela m'amène... ici, au niveau des syndicats et des associations, combien on demande comme contribution mensuelle? Oui, mais 500 francs. c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je posais la question à l'instant. Est-ce que vous avez essayé de faire un travail de recherche pour documenter ces éléments? Parce que c'est important aussi. Si on veut faire un travail de fond, je pense qu'il faut y aller. Et puis vous êtes dans un domaine où la recherche devait primer. Mais moi, je vais vous aider dans la recherche déjà. Il me venait une question à l'esprit et puis je vous l'adresse. Les syndicats sont souvent perçus comme trop politisés, surtout chez nous au Togo. Est-ce que ce n'est pas la raison qui fait que les gens sont réticents? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième vient derrière. Je voudrais savoir... Oui, effectivement, Ouais. ça c'est, comment je peux l'appeler? Disons que c'est un virus qu'on a inoculé Oui. à tous les Togolais. Il suffit que j'aille vers le chef, que je lui dise, chef, ça là que vous venez de dire, je ne suis pas d'accord, tu es opposant. En fait, c'est ce qu'on a mis dans la mentalité des Togolais. Et nous Que l'avons... et nous on l'avons- ne doit pas et dire nous ce l'avons- qui est. Et les Togolais l'ont intégré. Oui, effectivement, les Togolais l'ont intégré et c'est ce qui rend les choses plus difficiles. Pour le Togolais, lorsque le chef parle, même s'il est en train de nous amener dans un trou, puisque c'est le chef, on doit accepter. Oui. Et c'est ça le problème. Donc, quiconque élève la voix pour dire telle chose ne va pas, essayons de voir comment on va améliorer ça. Non.
quiconque n'élève pas la voix me suggère. Élever la voix pour faire une suggestion ou des propositions ou pour dire non, ce qui a été fait ne doit pas être fait comme ça. Voilà. La facture pour ça. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça un peu la situation. On a mis dans la tête des Togolais que faire une revendication pour améliorer son quotidien, c'est aller contre l'autorité. Et donc, et pour eux, aller contre l'autorité, c'est être entre griffes opposants. Et ça, ce n'est pas le cas. Il y a une différence à faire entre la politique et le syndicalisme. Ce n'est pas la même chose. Alors, ça veut dire, les syndicats réclament l'augmentation des salaires. Ils réclament des meilleures conditions de vie et de travail. Ils ne réclament jamais le pouvoir. Oui, mais dans quel contexte? C'est ça aussi le problème. Quand déjà sur le terrain, on sent que le contexte politique lui-même, il est peut-être très tendu et que les syndicats s'en mêlent, ça peut amener parfois à faire ces biais. Je dis encore, ce sont des biais. Moi, je ne parle en matière, sur le plan syndical, pour les négociations, il faut savoir quand poser telle ou telle revendication. Ça fait partie des techniques de plaidoyer, de négociation. Donc, pendant qu'il y a une situation de crise sanitaire... Avant que le lion de blessé ne se réveille... pendant qu'il y a une crise sanitaire, où tout le monde est en train de chercher des solutions, on se dit bien, voilà. Aujourd'hui, nous sommes en première ligne. Et donc, il faut qu'on puisse demander telle chose en contrepartie. Des choses que nous demandons depuis des décennies, que nous n'obtenons pas. Ça va de soi que le politique lui perçoit ça comme, voilà, vous comprenez. Non, le politique sait au fond de lui que ça n'a rien de politique. Oui, Frédéric, mais je dis, si le politique lui voit comme ça, maintenant, les membres là, ou bien les collègues, les camarades là, la plupart sont membres de partis politiques. Ah, ok. Et l'homme est un animal politique. Effectivement, hein, comme vous l'avez dit, la plupart sont des... Je vais vous surprendre. La plupart sont des militants. Je vais vous surprendre. Oui. Je ne vais pas dire sa qualification, mais il y a quelqu'un qui a ouvert sa bouche pour dire, je n'adhère pas au syndicat parce que je suis du parti au pouvoir. C'est juste pour dire jusqu'à quel degré les gens pensent que être syndicaliste, c'est être contre le pouvoir. Oh, c'est carrément le contraire. C'est plutôt aider l'employeur à améliorer ce qui est fait. Mais vous l'avez dit, nous tous les Togolais, c'est vous qui l'avez dit pour la plupart. Oui. Alors, je vais mettre un peu de bémol. D'accord? On se sont fait inoculer, donc, malheureusement, ce virus. Et il ne faut pas s'étonner de voir le résultat que ça donne. Oui, mais progressivement, il faut reconnaître que de plus en plus, même au niveau des autorités, ils lisent à travers nos actions, à travers nos actes, que ce que certains pensent ou disent, ce n'est forcément pas ça. Ou vous prête à tort. Voilà. C'est vrai qu'il y a un élément important qu'il faut mettre donc, au cœur de ces échanges que nous avons sur ce plateau. Ce sont les intérêts de la corporation, ce sont les intérêts du praticien qui est mis au cœur, et que si le praticien ne donne pas du sien, ces avantages ne peuvent pas lui revenir. Mais c'est vrai que comme le virus est encore là dans les âmes et qu'il est actif, Bonne expression, virus. Ça ne passe pas souvent. Néanmoins, il y a des réformes du système de santé du pays. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été annoncées, qui ont été faites également ces dernières années, où on peut espérer que les choses bougent, les choses s'améliorent plus ou moins, notamment le dialogue social qu'on a essayé de structurer, de restructurer, pour qu'il puisse répondre normalement aux exigences de l'heure, mais également à l'évolution des temps par rapport aux défis qu'on a dans tous les domaines, parce que finalement, tout est urgent. Alors, quel rôle doivent jouer justement les syndicats et les corporations? Je vais commencer par M. Amenoudi, parce que je sens beaucoup parler. C'est ça. Oui, je crois que les syndicats, les corporations ont beaucoup de rôles à jouer. Hein. D'abord, ce sont des partenaires sociaux pour
l'employeur, le patronat et l'autorité. Ce ne sont pas des opposants. Ce ne sont pas des opposants. Et puis le terme opposant, là même, je crois qu'il faut que l'Africain ou le Togolais l'enlève. Il n'y a jamais d'opposant. Si vous êtes quelque part, et moi je pense que si on fait comme ça, c'est mieux. On n'est pas opposant. C'est pourquoi sous d'autres cieux, ils ne parlent pas d'opposition. Ils parlent de la gauche, de la droite, centriste, tout ça. Et c'est pas pourquoi chez nous, ils ont amené ce terme d'opposant qui nous divise. On devrait aller à pas d'accord, plus ou moins d'accord, et puis voilà. Ou bien des suggérants, et puis... Voilà, oui, on va changer la formulation. Donc, oui. Je crois en tant que partenaires sociaux, on a toujours à dire, d'abord à travailler avec nos adhérents, nos syndiqués, nos membres, et aller vers d'abord les bonnes pratiques, d'accord, les bonnes pratiques pour donner une bonne image, d'accord, de la profession du système de santé, et également apporter des propositions, des suggestions à l'autorité pour que les choses aillent mieux. Tout ça, c'est pour le bien de la population. Au-delà de tout ce que ce soit les syndicats, les associations, les ordres disent, c'est pour améliorer les plateaux techniques, améliorer la prestation de soins pour que nos populations, que nous-mêmes nous sommes, nous aussi nous sommes des malades ambulants, donc pour que nous ayons une meilleure santé. Donc vous êtes là en train d'invoquer notre propre sympathie à nous-mêmes et de ne pas voir les syndicats juste comme des outils de combat. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est la philosophie qui doit plutôt donc tuer ce virus-là qui continue d'agiter, on va dire, notre système immunitaire et de se dire que ce qu'on fait là au bout, c'est pour la santé globale de la population. C'est ça. Alors, mais vous comprenez quand même parfois les quelques griefs encore des populations, parce que ça va de soi, vous dites on touche la vie humaine, mais quand vous êtes en grève, ça perturbe quand même plus ou moins, je dis bien plus ou moins les soins. Et les populations ne comprennent pas souvent. Vous les comprenez, elles? Oui, nous comprenons tout à fait les populations quand nous sommes en grève et que il y en a qui disent oh, Dokitao, vous les agents de santé là, vous exagérez. Mais avant qu'on arrive à la grève, on ne se lève pas un matin comme ça pour dire nous allons à la grève. Il y a des réclamations, il y a des revendications, des doléances qui sont posées. On renouvelle les courriers de relance. On renouvelle les courriers de relance. On discute et on tourne en haut. Mais en fait, ce que les populations doivent savoir, quelquefois quand nous grèvons, c'est pour leur intérêt. Mais quand on fait une grève et qu'on dit et nos maternités n'ont pas d'équipement pour la prise en charge des sages-femmes. Mais attends, c'est vrai que nous, nos femmes aussi, si elles viennent pour accoucher, vont bénéficier de... Mais les premiers bénéficiaires, ce sont ces populations. Quand on dit construisez les centres de santé pour nous, équipez les centres de santé, mais nous n'allons pas venir manger le matériel, mais c'est pour utiliser. Une année, il y a eu même un problème au CHR d'Apan où nous le personnel, on a dit nous ne voulons pas d'une prime de 30 millions qu'on voulait nous donner. On a demandé à ce qu'on utilise ces 30 millions pour acheter du matériel pour qu'on puisse soigner nos patients. Mais c'est des informations que les populations ne connaissent pas. Nous, on a renoncé à une prime de 30 millions pour qu'on puisse acheter, équiper la petite chirurgie, équiper le service de gynéco et recruter des infirmiers pour alléger la tâche à nos camarades. Ce sont quelques actes patriotiques louables, mais qui ne sont pas documentés. Vous ne les rendez pas visibles non plus. On ne vous voit justement que sur les terrains des revendications. Le jour où on entend parler du Saint-Faute, c'est vrai que ça a évolué, vous avez lancé une enquête, une tournée des formations. Mais avant, quand on veut entendre parler du collectif des syndicats, mais le plus souvent, c'est qu'il y a revendication. Oui, comme on l'a dit, les revendications que nous faisons, c'est vrai qu'il y a l'aspect rémunération, mais la grosse partie de nos revendications, c'est les bénéficiaires, ce sont les populations. Quand on dit par exemple que nous n'avons pas assez de personnel pour vous soigner,
c'est pour soigner la population. Quand on demande d'augmenter les agents, c'est pour soigner. Un infirmier qui est de garde, qui a 50 lits à surveiller, 50 patients, même s'il se réveille à 3 heures du matin pour commencer les soins, jusqu'à 8 heures, il n'a pas encore fini les soins. Est-ce que vous êtes sûr que cet infirmier peut être efficace, peut être bien accueillant? Alors, ce que je fais là, vous êtes tous d'accord avec moi et vous le savez très bien, que praticiens et clients, ce n'est pas la grande sympathie, on est d'accord. Oui. On est parfaitement. Et puis, depuis des années, justement, vous avez commandité une enquête, on en reparlera, parce qu'il va y avoir un autre plateau dans lequel on va revenir sur cette enquête qui a été lancée. C'est que pendant des années, malgré tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, dans ce sens-là, la sympathie peine à naître entre les soignants et les patients. Ça, c'est une problématique réelle. Oui, ça c'est vraiment réel. Et puis, je pense qu'on vous l'avait dit qu'on ne documente pas, la population n'est pas vraiment informée. Comme vous avez dit, il y aura un autre plateau. Je pense que ça doit venir très vite, puisque le problème d'accueil surtout, je crois que c'est le premier aspect sur lequel il y a problème entre le client et le prestataire de soins. Parce qu'il y a l'adage qui dit, tous on le reconnaît, un patient bien accueilli à moitié guéri. Donc, mais qu'est-ce que l'accueil? Qu'est-ce qu'on met dans l'accueil? Quand je rentre dans un hôpital et je rencontre, que ce soit un médecin, que ce soit un infirmier, que ce soit un garde malatant, qu'est-ce qu'il y a de son ressort? Qu'est-ce qu'il y a de son cahier de charge qu'il doit faire et qu'il n'a pas fait, et puis on va mettre ça dans le mauvais accueil? Parce qu'il y a des choses que c'est plutôt l'administration peut-être qui doit le faire, mais quand on vient, on ne voit pas cela. C'est celui qu'on rencontre, on déverse tout sur lui. Le commun d'un mortel, lui, ne le sait pas. Oui, c'est pour ça que je dis, on va changer de méthodologie et on va plus vous solliciter. On va plus vous solliciter pour communiquer. Nous, on a toujours été là, hein, même si ce Docteur TV date d'il y a 5 ans et vous aurez l'occasion. Oui, je voulais faire aussi une parallèle. Hein. Comme vous l'avez dit, prochainement, peut-être si on va aller. On ne souhaite plus aller en grève. Hein. Mais si les négociations échouent, la grève aussi est un moyen de négocier. Et on aura les différentes étapes avant d'y aller. On aura communiqué pour que tout le monde comprenne avant qu'on y aille. Mais si je fais le parallèle avec la grève des agents de banque et tout ça, qu'on connaît aujourd'hui, personne ne crie au scandale. Hein? Alors qu'on oublie que là où on est, si tu viens à l'hôpital, quand on te prescrit, si tu n'as pas de l'argent sur toi, tu dois aller à la banque. Non, c'est pas... personne ne dit rien. Non, c'est parce que je suis d'accord avec vous. Dans une émission, il y a un de vos professeurs qui a effectivement, disons, fait ce parallèle en disant, je viens à la banque, je viens déposer mon argent, on ne me sourit même pas, on me fait attendre, on ne me dit rien. Personne ne crie au scandale. Je pense que le problème de l'accueil est un problème réel, d'accord, qui se pose pour toute l'administration togolaise en général, et même nous-mêmes dans nos pratiques quotidiennes. Vous voyez, quotidienne, vous arrivez devant une bonne dame qui vend, à peine elle vous sourit, parfois même, vous voyez, ça c'est un problème réel. Mais comme vous l'avez dit, à partir du moment où ça touche à la vie humaine, à l'être humain, ça change tout. Et c'est là tout le problème. Et c'est là que vous devez comprendre. Si j'arrive, je vois M. Sanogou qui porte une blouse, qu'elle soit de couleur blanche, de couleur bleue, de couleur verte, moi, ce n'est pas mon problème. Blouse, c'est blouse. C'est blouse. Bon, d'abord, je le distingue du commun des mortels. Comme moi qui arrive, je sais que c'est celui-là qui est là. Et il se fait justement qu'il est là où je suis arrivé. S'il est là par hasard et que ce n'est pas son job, qu'est-ce qu'il fait? Il m'oriente. Il ne me tourne pas le dos. Quand il me tourne le dos, j'ai le droit de me plaindre. Et c'est ça aussi. Et pendant longtemps, il y a, disons, ces quelques comportements, d'accord, qui ont perduré dans le temps, qui ont fait que parfois aussi, sous l'effet de la saturation, vous l'avez évoqué, c'est un problème réel, que vous êtes débordé. Les humeurs, d'accord, ne favorisent pas cette sympathie. Ce n'est pas la faute donc au client qui vient, au patient qui vient. Parce qu'on lui a dit, là où tu vas, il y a ta solution. Il arrive, il n'a pas la solution, au contraire, il est frustré. Oui, bon, je suis, comme on le dit, tout n'est pas parfait dans nos hôpitaux, mais tout n'est pas aussi noir. Bien sûr. Tout n'est pas aussi noir. Bien sûr. Les gens font
beaucoup d'efforts avec le peu qu'on met à leur disposition. On était à une émission il y a 2 jours et un auditeur a appelé. Il dit mais que lui il est venu avec un patient et on lui dit d'aller acheter le bon. Pour lui, le fait de lui demander d'aller acheter le bon, c'est un mauvais accueil. Il a dit clairement à l'émission que le fait de lui dire d'aller acheter le bon, c'est un mauvais accueil. C'est le système qui est établi. Et en plus, sur quel ton? Parce que ce qui se passe le plus souvent, c'est que toi, va acheter le bon là. Non, je suis souvent dans les hôpitaux. Oui, je ne dis pas le contraire. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on fasse un diagnostic global. Mais en même temps, je vais être équilibriste parce que j'ai vu aussi dans le même hôpital, d'accord, un homme sortir et venir dire non, s'il vous plaît, venez, calmez-vous, venez, on va vous expliquer. Voilà. Il y en a que j'ai vu également sortir de l'argent de leur poche, aller acheter, d'accord, le carnet pour venir soigner un indigent. J'ai vu ça. Je peux en témoigner. Mais j'ai vu également quelqu'un sortir, gueuler tout le monde, renvoyer les gens du couloir. C'est pas son problème. Il y a la brebis galeuse. On est en train de finir cette émission comme ça parce que les prochaines fois quand on va se retrouver justement, nous allons parler de mauvaises pratiques. D'accord. Nous allons parler aussi des actes sympathiques, d'accord, patriotiques que les médecins se font, et on va faire la part pour voir si la balance est équilibrée ou pas. Pour voir de quel côté se penche la balance. Il y a un aspect aussi qu'il faut que j'aimerais souligner, c'est que quand on arrive dans un milieu, il faut chercher à comprendre le fonctionnement du milieu. Mais quand on est en détresse, c'est pas à ce moment qu'on va venir chercher à comprendre. Permettez-moi de donner ce petit exemple, un dernier exemple. On va finir très rapidement. Un frère militaire qui arrive à la pharmacie. J'étais le gestionnaire de la pharmacie. Après, j'entends des cris. Je sors, je demande qu'est-ce qui se passe. On me dit que c'est un frère militaire qui est venu acheter les médicaments. Il a tendu le carnet à la dame qui était à la pharmacie. Entre-temps, un infirmier est venu en courant avec un carnet. La vieille, c'était une vieille même qui était à 6 mois ou 9 mois de sa retraite. La vieille a déposé le carnet du monsieur et a pris le carnet de l'infirmier pour servir les médicaments. Et donc, il a forcé, il voulait même mettre la main et attraper le col de la vieille. Parce que la vieille tenait son carnet, un infirmier est venu, il a déposé son carnet et il a servi. Comme lui n'est pas infirmier. Voilà, comme il n'est pas infirmier, il n'est pas en blouse. Mais je vais vous surprendre. C'est une urgence. À la fin, on me dit, puisque quand c'est comme ça, l'infirmier prend les médicaments sans payer. Voilà. Donc l'indicateur a pris les médicaments sans payer. C'est après qu'on envoie le papier chez moi et moi je vais pour le recouvrement. Je vais pour recouvrir les trucs. On dit que c'est sa femme qui était en train de mourir en réanimation. Et on a envoyé l'infirmier. Donc au moment où lui venait pour chercher les médicaments, sa femme a fait une crise. Et puis sa femme a fait une crise. On a envoyé un infirmier en blouse et c'est les médicaments pour lesquels il voulait frapper sa maman. Alors ça, on va c'est juste un exemple pour dire que même ce comportement, quand on parle de mauvais accueil, mais il y a mauvais comportement aussi de la part de certains accompagnants et certains malades eux-mêmes. Non, quand on arrive en détresse, donc c'est pour cela qu'il dit qu'il faut qu'on fasse un travail. A priori, voilà, c'est pour ça qu'il faut documenter les choses. Parce que l'enquête, elle est bienvenue. Ça permettra de savoir en réalité ce que nous mettons dans le mauvais accueil, dans la perception des populations. Voilà. Ensuite, ce que nous mettons dans le mauvais accueil, justement, dans ce qui est de la responsabilité des administrations hospitalières. Voilà. Le mauvais accueil dans ce qui est justement du rôle et de la responsabilité des praticiens. Et puis tout ça, on fait le point. Et comme j'ai dit, on verra de quel côté se penche la balance. On va y aller très rapidement avec un petit message, très rapidement pour terminer. On commence par M. Amenoudi. On va terminer avec M. Sanobou. Merci beaucoup. Qui est très passionné parce qu'il a raison, il vit beaucoup sur... Merci beaucoup, M. Merci à SOS TV pour l'invitation. Nous faisons encore un appel solennel à tous les camarades, à tous les collègues de prendre cette note du collectif des syndicats au sérieux. Ceux qui ne sont pas encore adhérés à la corporation ni à un syndicat, de le faire très vite avant le 1er décembre. Et ceux qui sont déjà dedans, de faire l'effort
d'être à jour dans leurs cotisations parce que on ne veut pas pour les différentes activités, que ce soit au niveau des associations et au niveau du syndicat, on a toujours besoin des moyens financiers. Et lancer également un appel aux autorités de prendre vraiment au sérieux cette affaire d'amener les associations ou bien les corporations à l'ordre pour que ça soit vraiment juridique et qu'on puisse corriger beaucoup de mots dans le système. Et quand je prends les infirmiers, il y a plein d'infirmiers formés sur l'État, sur le terrain, qui commettent des gaffes, après on attribue aux infirmiers. Alors que s'il y avait vraiment l'ordre, on pourrait avoir plus de pouvoir juridique et corriger tout ça sur le terrain. Encore merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Kofi Amenoudi. Vous êtes secrétaire général adjoint du Bureau national de l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo. Vous êtes également membre du secrétariat permanent du Synfort. Vous êtes surveillant adjoint au CHR. Merci d'être passé et bon retour chez vous. Nous terminons avec vous, Frédéric Sangogo. Oh, je voudrais aussi dire merci à SOS. Docteur SOS Docteur TV, excusez-moi, pour cette occasion et souhaiter bon vent, longue vie à cette chaîne et souhaiter que ces rencontres se multiplient pour que nous puissions mieux communiquer avec nos populations en dehors des centres de santé. Oui. Je profite pour dire également que, aux autorités que le secteur de la santé est un secteur très important et que lorsque les choses ne marchent pas dans la santé, disons que rien ne marche dans le pays. Et on est à l'orée de l'élaboration du budget 2026. Chères autorités, je vous prie de revoir le pourcentage qui est accordé dans le budget national au secteur de la santé pour qu'on puisse améliorer les choses dans l'intérêt de nos populations. Et aux travailleurs, faisons l'effort de bien faire, bien remplir nos cahiers de charges pour éviter qu'il y ait trop de critiques, trop de reproches à notre égard. Travaillons de façon honnête, travaillons de façon avec amour et engagement pour le bien de nos populations. Merci bien, c'est ce que j'avais comme mot. Frédéric Sangogo, vous êtes comptable chargé des libertés syndicales sur le projet Liberté d'association et de réunion de l'Union européenne. Vous êtes coordonnateur adjoint de la synergie des travailleurs du Togo dans les savanes. Merci d'être passé également. Votre message est bien martelé et je sais qu'il est entendu. Tout au long de cette émission, c'est de cela qu'il a été question. C'est que vous, les praticiens, vous fassiez votre travail avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion et que justement, pour gagner la sympathie à la fois de vous-même avant tout, qui faites partie également de la population, des autorités, vous l'avez dit, c'est vrai que l'objectif d'Abuja, c'est 11%, on en est loin. Non, je crois même que c'est passé à 15%. Ah ben voilà, donc 15% depuis parce qu'il a été révisé. Il y a beaucoup d'autres protocoles qui ont été révisés, comme celui de Maputo. Ce sont des éléments sur lesquels on aura à revenir. La part, justement, des pouvoirs publics dans la santé, il faut que cette part puisse augmenter, bien évidemment, dans le budget national. Merci d'être passé, vos messages sont entendus. Et vous, tout ce que nous allons vous demander, c'est de faire en sorte de sauver plus de vies. Et ce docteur Tini est là pour vous accompagner. Je sais que vous aussi, le sujet vous passionne. On aura d'autres émissions là-dessus. À très bientôt. Restez-nous fidèles. Gardez l'œil rivé sur cet écran. Le meilleur, c'est ici, le meilleur de la santé.